Salut, bienvenue dans ce revutoriel concernant le tout nouveau KeyStep 37 de Arturia. Alors cette vidéo va se dérouler en deux parties. On va d'abord évoquer l'interface et puis les différentes fonctions dans un premier temps. Et puis dans un second temps, on va faire quelques tutoriaux, notamment sur le séquenceur, sur l'arpégiateur et puis les différentes fonctions de cordes ou d'accords qu'on a ici. En janvier 2016, la marque des explorateurs du son sortait ce qui deviendrait un classique, le KeyStep. Un clavier-mètre à 32 touches sensible à la vélocité et à l'aftertouch ou à la pression, avec 8 séquences enregistrables et puis arpégiateur, un mode corde, enfin voilà, tout un tas de fonctions qui étaient fort sympas, très appréciées, en tout cas ça a fait un carton. 4 ans plus tard, quasiment jour pour jour, soit en janvier de cette année, Arturia lançait une version ultra complète proposant plusieurs séquences simultanées, un séquenceur de batterie, des sorties CV, gate, MIDI, trig également. Enfin bref, une version un petit peu Obélix et ça s'appelle le KeyStep Pro. Alors aujourd'hui, la famille Step s'agrandit et voit arriver un nouveau modèle qui va se situer entre les deux en termes de fonction. C'est un petit peu un KeyStep survitaminé. C'est le KeyStep 37 que vous avez sous les yeux et que je suis heureux de vous présenter aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va voir les fonctions un petit peu à la volée, rapidement comme ça. Donc on a 37 touches sensibles à la vélocité et à la pression. On en avait 32 sur la version standard. Et on a 37 également sur le Pro. On commence cette fois-ci avec un Do. Sur la version standard, on commençait avec un Fa, si je me rappelle bien. Voilà. On a 8 séquences polyphoniques de 8 notes par pas et 64 pas maximum par séquence. Les séquences peuvent être enregistrées via ce rotatif, donc ça représente des slots d'enregistrement de séquences, à concurrence de 8 séquences. On a un arpégiateur également ultra puissant. Vous voyez, ce petit switch me permet de basculer du mode arpégiateur au mode séquenceur. Donc le mode arpégiateur, on verra ça tout à l'heure, est très puissant, vraiment très puissant. On a également un mode corde qui occupe le centre de l'interface, qu'on retrouve dans le KeyStep Pro, mais pas du tout implémenté de la même façon. Voilà, celui-ci est ultra puissant, autant le dire, c'est le mode corde le plus puissant des 3 steps, et c'est un mode corde vraiment puissant, on va voir ça tout à l'heure un peu dans le détail. Voilà, on a notamment des LED qui apparaissent un petit peu au-dessus des touches par rapport à la version standard où on n'en avait pas. Des LED RGB pour visualiser la gamme, l'arpège et plein d'autres choses. Alors, par rapport au KeyStep standard, on a ici un écran en plein milieu. Donc l'écran va nous donner des indications fort sympas, fort utiles en tout cas, notamment des indications de tempo qui est exprimé en BPM. Et puis également des indications concernant le mode accord, le mode corde qu'on trouve ici, et des indications sur ces rotatifs qui sont là, qui vont servir, on le verra tout à l'heure, là juste après, qui vont servir au mode corde, mais pas uniquement. Alors justement, j'en parlais, on a 4 rotatifs sur l'interface aussi, c'est des choses qu'on ne trouve pas sur le KeyStep standard. Alors ces 4 rotatifs sont fort pratiques, évidemment. Ils vont nous servir dans un premier temps à utiliser le mode accord, donc on va pouvoir paramétrer nos accords, le nombre de notes, le type d'accord, le nombre de notes jouées en fonction de la vélocité, c'est-à-dire la force d'appui, et puis également un mode strum, donc pour jouer un petit peu comme si on jouait de la guitare. Voilà, donc dans les deux sens, négatif et positif, le strum, hyper agréable, on verra ça tout à l'heure également. Et la seconde fonction de ces rotatifs, eh bien, ça devient les encodeurs qui vont envoyer les messages MIDI. Donc on va pouvoir contrôler des appareils externes via ces 4 rotatifs. En réalité, on en a 16, puisqu'on a 4 banques accessibles via ce bouton. Vous voyez, ça change de couleur. Et donc, on a 4 banques de 4 rotatifs, ce qui nous fait 16 rotatifs virtuellement, 4 en façade. Voilà pour la partie haute de notre KeyStep 37. Alors, on va trouver ici un bouton Hold. C'est un bouton de maintien qui va nous permettre de maintenir l'arpège qui est joué. Ce bouton a une seconde fonction. Quand on appuie sur Shift ici, eh bien, on va pouvoir utiliser ces secondes fonctions. Et ici, on va lancer le mode corde ou pas, avec cette fonction. Juste après, on trouve bien effectivement le bouton Shift. Alors Shift nous donne accès à toutes les fonctions qui sont indiquées en bleu sur l'interface, mais également à des paramètres MIDI pour la première partie du clavier, notamment le canal MIDI ou les canaux MIDI, et puis tout un tas d'autres paramètres, paramètres d'arpège, paramètres de swing, paramètres également pour sélectionner la quantification sur une gamme ou sur un mode donné, et puis le type de séquence, à savoir mono ou poly, ou overdub en l'occurrence. Alors juste en dessous, on trouve 2 petits pads marqués octave plus, octave moins. Eh bien effectivement, ça va nous permettre de naviguer dans les octaves et puis de décaler le clavier à l'octave supérieure ou inférieure en fonction de là où on aura appuyé, ou 2 octaves ou 3 octaves en dessous ou au-dessus. Avec Shift enfoncé, ici,
en appuyant sur octave moins, donc transpose, on va pouvoir transposer les séquences qui sont jouées. Et puis avec Keyboard Play, c'est fort pratique, on va pouvoir lancer une séquence et puis quand même jouer du clavier par-dessus avec la fonction de Keyboard Play qui est ici, donc toujours accessible via Shift, vous voyez, tac. Ici, on va retrouver la molette de modulation et puis la molette de pitch bend, ici. On a évidemment les 37 touches, sensibles à la vélocité et à l'aftertouch. Je le disais tout à l'heure, alors avec cette partie-ci, les 16 premières notes ou touches, on va pouvoir sélectionner le canal MIDI. Ici, on va pouvoir sélectionner la longueur des notes arpégées ou séquencées. Voilà, donc les gates. Juste ici, on va pouvoir appliquer un facteur de swing, on verra ça tout à l'heure. Ici, on va déterminer si la séquence que jouée est mono ou poly ou overdub. On verra qu'on peut overdubber, rajouter des notes ou des couches à notre enregistrement. Et puis, je le disais tout à l'heure, ici, on va sélectionner la quantification sur une gamme ou un mode donné de façon à jouer toujours juste. Alors, à l'arrière de la machine, on va retrouver eh bien, les connectiques. Tout d'abord, tout à fait à gauche, le connecteur pour l'alimentation. Juste à côté, on trouve la prise USB. À droite de la prise USB, on va trouver une entrée pour une pédale de sustain ou de maintien. Ensuite, on va trouver la couplette MIDI, donc une entrée MIDI et puis une sortie MIDI au format traditionnel. À côté de ça, on va trouver les entrées et sorties pour la synchronisation. On va donc pouvoir synchroniser tout un tas d'appareils anciens ou même récents, notamment via le MIDI Control Center où on peut paramétrer les différents types de synchronisation. Ensuite, on trouve les sorties CV. Donc, on a une sortie modulation, une sortie gate et une sortie pitch. Et puis après, on va trouver les cavaliers pour la synchronisation. Alors voilà donc pour la présentation et la première partie de cette vidéo. Maintenant, on va attaquer les tutoriaux. On va commencer par un enregistrement en pas par pas. Alors, il y a quelques prérequis. La machine cible, pour moi, ça va être le Argonate de Modal Electronics, qui est juste là. Dans cet exemple, lui, il reçoit sur le canal MIDI numéro 1. Je vais donc matcher les deux appareils. Pour ça, c'est simple. Shift. Et j'appuie sur 1 ici, ma première touche. Et donc maintenant, le Keystep 37 va envoyer des informations MIDI sur le canal numéro 1. Et l'Argonate va être à même de les interpréter et donc de rejouer les notes ou les arpèges ou les séquences qui sont envoyées à la borne MIDI, ou en l'occurrence ici, à la borne USB, puisque les deux communiquent via l'USB. Voilà, donc ça fonctionne. Alors le premier prérequis, c'était effectivement de matcher les canaux MIDI. Le second prérequis, ça va être de positionner le switch ici sur séquence. On va enregistrer une séquence en pas par pas. Voilà. Ensuite, on va sélectionner un emplacement pour notre séquence. Donc par exemple, le dernier, pourquoi pas. On va choisir un son sur l'appareil cible. On va reproduire plus ou moins la base d'un morceau que j'aime bien, qui s'appelle Pain, d'un groupe qui s'appelle Boy Archer, un morceau qui a quelques années déjà maintenant, mais que j'aime beaucoup. Alors, on va cliquer sur enregistrement pour lancer l'enregistrement en pas par pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je vais rentrer une note, eh bien, le séquenceur va avancer sur le pas suivant, de façon à ce que je puisse rentrer la note suivante, tout simplement. Donc, je clique sur enregistrement. On a bien Rec qui apparaît à l'écran. Voilà, et maintenant je vais lancer la lecture. Voilà, donc quand j'appuie sur pause et lecture, on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction, on va poser la séquence, elle reprendra à l'endroit où elle s'est arrêtée. Si j'avais cliqué sur stop, elle reprendrait depuis le départ. On va s'amuser avec les durées des notes, donc on va jouer avec les gates dans un premier temps pour que vous sachiez ce que c'est. Donc on va relancer la séquence. Avec la touche Shift enfoncée, on va pouvoir sélectionner une durée de note ici, les gates, ça se situe ici sur le clavier. Alors maintenant, on va jouer avec le swing de cette séquence, le groove de la séquence. Alors c'est rendu possible grâce à la touche Shift qui est ici et puis cette partie du clavier qui s'appelle Swing.
avec des pourcentages de swing. On pourrait avoir envie de remplacer des notes, donc on va le faire, mais on va le faire cette fois-ci en mode enregistrement en temps réel. Donc là, on vient de voir l'enregistrement pas par pas, vous avez vu, c'est très simple. Je clique sur enregistrement, je rentre mes informations de notes, ou même de silence, on verra ça tout à l'heure, et puis je lance la lecture, et puis ma séquence est lue. Et en enregistrement en temps réel, je vais pouvoir remplacer des notes par d'autres. Voilà, donc on va faire ça maintenant. On va cliquer sur enregistrement et lecture en même temps. Voilà, on a donc remplacé quelques notes comme ça à la volée. Alors maintenant, on pourrait avoir envie de supprimer les deux derniers pas, par exemple le mi bémol et le ré bémol qui sont joués dans cette séquence. Pour ça, c'est assez simple. On va cliquer sur Shift, Clear Last. Donc là, je vais effacer les deux derniers pas. Je vais donc cliquer deux fois, une fois, deux fois. Relançons notre séquence. On a donc bien effectivement supprimé les deux derniers pas. Alors maintenant, on va rallonger notre séquence de 2 pas. Elle fait donc 14 pas pour l'instant, puisqu'on en a supprimé 2. On va rajouter 2 pas. Et en même temps, ça va nous permettre de voir la fonction qui nous permet de choisir la longueur de la séquence. Donc on va relancer la lecture. Alors tout à l'heure, on a supprimé les deux derniers pas, on était à 14 pas. Cette fois-ci, j'ai redemandé à la séquence j'ai redemandé au KeyStep 37 de m'allonger la séquence de 2 pas pour qu'elle fasse 16 pas. On a donc retrouvé les 2 pas qu'on avait supprimés, avec les notes qui correspondaient à ce qu'on avait rentré comme information via le clavier. Voilà, mais on peut tout à fait allonger la séquence encore ou la raccourcir. Alors, vous m'avez vu appuyer sur Shift et puis appuyer sur les touches de la première partie du clavier, donc de 1 à 16. Ça va être effectivement ces touches-là qui vont nous permettre de sélectionner la longueur de la séquence. Par exemple, si je veux une séquence de 32 pas, j'ai plusieurs possibilités. Je peux cliquer 4 fois sur 8 ou 2 fois sur 16. Alors, regardez bien ce qui se passe à l'écran. Vous voyez, ma séquence fait 32 pas. A priori, je devrais avoir les séquences de 16 pas qui est inchangée, et puis je devrais me retrouver avec 16 pas vides sur lesquels je pourrais éventuellement rentrer des informations. Et là, ça va boucler. Il sera possible d'ajouter des notes à une séquence avec Append, et donc en fait, on va allonger la séquence de autant de pas. Alors par exemple, on va enregistrer 14 pas avec un Do. Ça va faire les 14 premiers pas de la séquence qu'on a créée tout à l'heure. Donc c'était la base de Pain, je le rappelle. Et puis ensuite, on va ajouter 2 pas, de façon à ce que vous voyez comment est-ce qu'on procède. Alors, comme pour tout à l'heure, je vais cliquer sur la touche enregistrement pour rentrer en pas par pas. Je vais bien sûr sélectionner le son qui m'intéresse, ici. Voilà. Alors, bien évidemment, je m'assure que je suis bien sur séquence. De toute façon, la touche enregistrement ne fonctionnerait pas si ce n'était pas le cas. Et puis maintenant, je vais pouvoir enregistrer donc ma séquence. Voilà, donc là, j'ai 14 pas avec un Do. On va écouter ce que ça donne. Alors maintenant, ce que je propose, c'est d'allonger la séquence de 2 pas, mais d'ajouter des notes par la même occasion. Pour ça, c'est très simple. On va cliquer sur Shift, Enregistrement ou Append, et on va venir ajouter les 2 notes. Donc en l'occurrence, je vais rajouter le Mi bémol et le Ré bémol. Donc Mi bémol et Ré bémol. Et l'écran nous indique bien qu'on est maintenant à 16 pas. Et si j'écoute la séquence, voilà, donc ça c'est la fonction Append qui permet d'ajouter des notes et donc de rallonger la séquence de autant de pas. Donc maintenant on va enregistrer les accords, mais on va également apprendre à se servir de la touche Rest Taille ici. Donc elle nous sert et à poser des silences, mais également à allier les notes. Donc on va faire ça ensemble en enregistrant une séquence d'accord, ok. Alors dans un premier temps, on vérifie bien qu'on soit sur séquence ici. Ensuite, on a choisi l'emplacement de notre séquence, où est-ce qu'elle va être enregistrée. Maintenant, je vais appuyer sur enregistrement.
Voilà, donc là on a enregistré les accords avec des notes liées et puis également des pauses. Alors vous m'avez vu appuyer sur les boutons comme ça, je vais vous expliquer évidemment ce qu'on a fait. Donc ici, bien évidemment, j'ai rentré les accords. Quand j'ai appuyé sur taille avec les notes tenues de l'accord, c'était pour faire durer les notes sur plusieurs pas. Donc vous m'avez vu appuyer plusieurs fois sur taille, en l'occurrence 4 fois, c'était pour faire durer la note autant de pas. Voilà, quand je relâche le clavier et que je rappuie sur taille, cette fois-ci, je vais rentrer à un silence. C'est ce que j'ai fait notamment pour la dernière partie de cette suite d'accords. Et puis après, j'ai lancé la lecture et donc on a pu effectivement entendre ce que j'avais rentré comme information. Alors, grâce à la fonction Keyboard Play qu'on trouve ici, on va pouvoir demander au séquenceur de jouer la séquence, et puis on va pouvoir jouer par-dessus. Alors, soit sur la même machine si elle est polyphonique, soit sur une autre machine. Donc là, en l'occurrence, j'utilise le canal MIDI numéro 2 pour contrôler le SE02 qui va me jouer une petite mélodie par-dessus. On joue une séquence sur un appareil et puis on va faire un petit solo sur un autre appareil. Donc c'est quand même vachement sympa avec un seul contrôleur de pouvoir contrôler comme ça différents canaux MIDI. Et donc c'est tout à fait faisable via cette fonction qu'on vient de voir, donc Keyboard Play. Donc comment j'ai fait? J'ai cliqué sur Shift, j'ai cliqué sur Keyboard Play et ensuite j'ai sélectionné le canal MIDI. On n'a pas de retour pour l'instant visuel sur le second canal MIDI qui est utilisé. Vous voyez, pour l'instant, là c'est le canal MIDI numéro 1, c'est celui sur lequel le séquenceur va émettre. Mais ici, si je clique sur 2, on n'a pas de retour visuel, mais c'est bien. Alors on peut aussi transposer la séquence qui est jouée. Alors pour ça c'est très simple, on va cliquer sur Shift, on va se positionner, alors je vais le faire avec l'autre main pour qu'on voit bien. Donc Shift et puis transpose ici. Et maintenant la séquence qui est jouée. Alors on a deux rotatifs ici qui sont très liés, Rate et Time Division. Donc Rate on l'a vu, c'est pour rentrer les informations de BPM. Vous voyez l'écran. On peut les rentrer aussi en tapant, ici, sur Tap. Vous voyez. Et maintenant, avec la division temporelle, on va pouvoir effectivement subdiviser ce tempo. Donc ça peut être très intéressant quand on a des parties très compliquées à jouer, on peut tout à fait diviser le tempo par 2 et puis jouer notre partie, puis remettre le tempo à 0, l'air de rien. Ça peut être très utile. Alors le séquenceur du KeyStep 37 enregistre certains types d'événements, mais pas tous. Donc il enregistre évidemment là où les notes qui sont jouées par le clavier ou qui arrivent via le MIDI, si on souhaite. La vélocité de chaque note, la force avec laquelle on appuie sur le clavier, et puis les silences rentrés via Tap ici. Alors, dans la dernière partie du clavier, on trouve quelque chose qui s'appelle Scale. Donc on va pouvoir quantifier les notes entrantes ou les notes jouées à une certaine gamme ou un certain mode de façon à être sûr de toujours jouer juste. Alors pour ça, c'est assez simple. On va utiliser comme souvent la touche Shift qui est ici. Et puis on va sélectionner ce qui nous intéresse ici. Alors le premier mode, c'est le mode chromatique. Autrement dit, toutes les touches du clavier, les 12 demi-tons sont utilisées. Voilà, il y a plein de gammes où on va avoir besoin de choses un petit peu exotiques. Donc c'est bien de commencer par ça pour sélectionner un petit peu les notes de notre gamme et puis après éliminer les autres et utiliser le mode user qui est là pour ça. On peut tout à fait faire comme ça. Ensuite, on a un mode majeur, on a un mode mineur, on a un mode blues, mineur également. Et puis on a un mode user, on va pouvoir sélectionner ses propres modes. Voilà, voilà. Alors, en chromatique, effectivement... Voilà. Maintenant, si je me positionne en majeur, toutes les notes qui sont hors de la gamme vont être quantifiées à la note la plus proche, mais qui est dans la gamme. Pour qu'on soit tout le temps en majeur. Vous voyez, on a bien une couleur majeure sur cette gamme. Ensuite, on peut passer en mineur si on le souhaite. Donc on a bien une couleur mineure. Ensuite, la gamme de blues, ou le mode de blues. Voilà, on a donc quantifié en blues. Alors, ce qu'il faut savoir sur les scales ici, c'est que évidemment, on peut choisir un mode ou une gamme, mais on peut aussi choisir la fondamentale de cette gamme. Donc, quand j'appuie sur Shift, vous voyez, on a sélectionné ici la gamme. On va prendre par exemple la gamme
majeur, d'accord? Et puis la fondamentale, quand je clique sur majeur, vous voyez la première partie du clavier ici vient me donner des informations. Et bien là, on voit que la fondamentale qui est sélectionnée, c'est Do, mais je peux tout à fait, par exemple, prendre Do dièse. Et puis du coup, donc on a bien quantifié le jeu, ou en tout cas les touches qui sont hors gamme en Do dièse majeur. Ok. Alors je le disais, on peut programmer ses propres modes. Alors on clique sur Shift ici, on va cliquer sur User, et puis on va venir sélectionner les notes. On peut lâcher Shift, par contre on va tenir User. Et on va pouvoir sélectionner les notes, par exemple la gamme demi-ton, ton. Les couleurs un peu roses, ça va être les notes qui sont sélectionnées, donc on va pouvoir désélectionner les notes qui ne nous intéressent pas. Voilà, et donc là j'ai une gamme demi-ton, ton. Voilà, voilà, donc ça c'est le user scale. On peut programmer les gammes et un peu exotiques ou ce qu'on veut dans notre KeyStep 37. Alors on a ici cette partie noire sur le centre de l'interface du KeyStep 37 est vraiment dédiée aux accords. On a deux méthodes pour activer le mode accord. C'est soit je clique sur Shift et puis corde ici, et là j'ai activé le mode accord. Pour sortir du mode accord, je vais donc cliquer sur Shift et accord une deuxième fois jusqu'à temps qu'il s'éteigne. Et donc là, je suis en mode normal. Mais je peux le faire aussi via le rotatif qui est ici. Donc là, je suis off, pas d'accord. Et puis, à partir de ce moment-là, je commence avec le user chord. Alors, pour programmer le user chord, c'est assez simple. On va cliquer sur chord ici. Et puis, par exemple, pourquoi pas à la mineure. Et donc... Ok, pour enregistrer ces accords à soi, donc user, vous voyez, c'est la première position ici. On clique sur chord, on reste appuyé. Par exemple, cette fois-ci, on va faire un Do majeur 6, qui est à peu près la même chose, hein, d'ailleurs. En mode chromatique, on va pouvoir jouer un accord sur l'ensemble du clavier. Ce sera toujours le même type d'accord, par exemple, comme on l'a programmé ici, un majeur 6. On va regarder un petit peu ce qui se passe avec le rotatif avant d'aller plus loin. Ce premier rotatif ici, lui, me permet de sélectionner le type d'accord. Donc, on l'a vu, hein, en position off, on n'a pas d'accord. En position user, c'est-à-dire la première position, c'est l'accord qu'on a rentré. Donc, en l'occurrence, ici, c'était un Do majeur 6. Voilà. Juste après ça, on a l'octave. Juste après, on a la quinte, donc il va nous répliquer les quintes. Donc une quinte là et une quinte là, ici. Ok. Juste après ça, on a les accords suspendus. Suspendu 4 en l'occurrence. Ensuite, mineur. On a bien un accord mineur. Ensuite, mineur 7. Donc vous voyez sur mineur ici, vu qu'on a 4 notes, eh bien il m'a dupliqué la fondamentale. Vous voyez, on a bien un accord ici mineur, mais il m'a répliqué la fondamentale parce que j'ai 4 notes de programmer via ce rotatif. Mais si je passe en mineur 7, eh bien on a bien la septième mineure qui est ajoutée, on a bien 4 notes à notre accord, et ça tombe bien puisque c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Ensuite, mineur 9. Donc là, il y a un choix qui a été fait, un choix purement musical ou artistique qui a été fait. C'est de supprimer la septième mineure. On devrait avoir normalement la septième mineure qui joue en plus de la neuvième, qui est ici. Mais voilà, c'est un choix, elle n'y est pas. Ensuite, la mineure onzième. Toujours pareil, avec des choix un peu musicaux quant aux suppressions de notes. Et après, on passe à tout ce qui est majeur. Donc on va avoir la même chose, mais en mode majeur. Un accord majeur majeur 7, un accord majeur 9, avec le Ré qui vient se rajouter, majeur 11. Voilà, voilà pour les différents types d'accords. Ensuite, ici à côté, on va pouvoir rajouter des notes à notre accord. Par exemple, supposons qu'on soit en mineur 7. Donc là, j'ai 4 notes de programmées, vous voyez. Je peux très bien avoir 2 notes, avec la tierce. 3. Donc là, on rajoute la quinte. Quatrième pour ajouter la septième. Voilà, et puis après, on rajoute un peu des couches. Hein. Donc après, on duplique les notes existantes à l'octave. Donc là, en l'occurrence, ça va être la fondamentale.
On a dupliqué là. Ensuite, on devrait dupliquer la tierce. Voilà. Ensuite, pareil pour la quinte. Voilà. Juste à côté de ça, on va trouver un truc très intéressant. Alors, vous voyez, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, quand je clique sur la touche, j'ai la totalité des notes programmées qui sont jouées. Mais avec ce rotatif, en fonction de la force avec laquelle je vais appuyer, eh bien, l'accord va se complexifier ou pas. Si j'appuie tout doucement, l'accord ne sera pas du tout complexe. Et puis, si j'appuie fort, eh ben, on va rajouter les couches à chaque fois. Alors, je vais mettre la position la maximum pour bien qu'on se rende compte. Vous voyez, si j'appuie tout doucement, j'ai 2 notes, voire une. Et plus j'appuie fort, ok ? C'est rendu possible grâce à ce bouton, donc la force de jeu va me permettre de doser les notes de mon accord. Alors juste à côté, on trouve un truc hyper intéressant, j'adore, c'est la fonction de strum, qui est valable dans les deux sens, positif ou négatif. Donc on va simuler un petit peu le jeu d'une guitare, et c'est très intéressant pour poser les accords dans certains styles, je pense à tout ce qui est néo-soul et tout ça. Donc en l'occurrence, là on est à 0, donc toutes les notes sont jouées en même temps. Mais après on va pouvoir s'amuser à décaler chacune des notes, soit dans un sens, soit dans l'autre. D'accord ? Et dans l'autre sens également. Voilà, et en bout de course, d'un côté ou de l'autre, eh bien, le strum va se caler au tempo. Vous voyez, ici, on a des divisions temporelles. Et donc, effectivement, sur ce parcours de la course et ce parcours de la course, donc en positif ou en négatif, on vient caler le strumming au tempo interne, ou en tout cas au tempo, même entrant, en fonction de comment on a positionné les slots de synchro, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, donc un mode corde ultra puissant, mais c'est pas fini. On a encore des choses qui sont hyper puissantes dans ce mode corde, et je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps avant de me plonger un petit peu dans la théorie. Alors, on a vu qu'on pouvait plaquer un accord et que les intervalles qui forment l'accord sont transposés en fonction de là où on joue. Mais on peut aussi demander au Keystep 37 de jouer les accords qui correspondent à une gamme donnée ou un mode donné avec une fondamentale, de façon à jouer les accords toujours justes. Et ça, c'est quand même assez rare en mode accord sur les claviers qui existent déjà. C'est pas quelque chose qu'on trouve très souvent, c'est même ultra rare. Et donc ça se passe comme ça. On va sélectionner ici le type de mode ou de gamme, pardon. Donc moi, je vais prendre par exemple majeur. Ici, je vais sélectionner ma fondamentale, donc je vais rester sur le do dièse. Voilà. Ici, je vais me positionner sur la section majeure. Ça, c'est important. Voilà. Donc là, vous voyez, je rentre dans la section majeure. Et maintenant, en fait, les accords que je vais jouer vont correspondre aux différents degrés de la gamme de do dièse majeur. Autrement dit, les accords vont bien être calés à cette gamme. On va réduire à 3 notes pour que ce soit plus évident. Voilà, premier accord, il est majeur. Deuxième accord sera mineur. Troisième accord, mineur. Le quatrième, sur un mode majeur, il est toujours majeur. Le cinquième, il est majeur, mais si on rajoute la septième, ici, eh ben, il va être dominant. Le sixième degré, lui, il est toujours mineur. On a bien un degré qui est mineur ici. Et le septième degré, lui, est diminué. D'accord ? Donc effectivement, sur une gamme majeure, le premier degré est majeur, le second est mineur, le troisième est mineur, le quatrième est majeur, etc., eh bien, en réglant correctement notre Keystep 37, on va pouvoir jouer comme ça sans se tromper. C'est quand même vachement pratique. Alors, avant de passer à l'arpégiateur, qui est un gros dossier, j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus, sur ces 4 rotatifs. Donc, on a vu que c'était utilisé notamment pour le mode accord. Mais en plus, comme je le disais tout à l'heure, on a la possibilité d'utiliser ces rotatifs comme des contrôleurs MIDI. Donc, on a 4 rotatifs en façade, mais on a 4 banques. Donc, autrement dit, on a 16 rotatifs qui pourront contrôler 16 paramètres différents via les control change. Ça s'appelle comme ça. Alors, comment est-ce qu'on procède? Alors, déjà, pour se mettre en mode contrôleur, il va falloir cliquer sur le bouton corde, ici, vous voyez. Et puis, donc, on a une information qui apparaît à l'écran, succinctement. Vous voyez, on va la refaire. Regardez bien ce qui apparaît à l'écran. B1, donc c'est la banque numéro 1. Autrement dit, c'est la première banque de 4 rotatifs qu'on a sous la main.
pour aller chercher les autres banques. On va cliquer sur Shift et puis on va cliquer sur Chord. Et vous voyez, ça change de couleur et on a une indication à l'écran. Banque numéro 2, elle est donc en bleu. La banque numéro 3, elle est dans cette espèce de rose ou mauve. Et la banque numéro 4 est dans cette espèce de vert. Voilà. Et la banque numéro 1 en blanc. Et donc quand on clique, on boucle finalement et on revient tout le temps sur la banque numéro 1, etc. etc. Okay, et donc chaque banque contient 4 rotatifs qu'on va pouvoir paramétrer de façon à contrôler des paramètres sur nos synthés externes. Alors comment est-ce que ça marche? Encore une fois, c'est très simple, hein. Je vais par exemple utiliser les 2 premiers rotatifs, celui-ci pour contrôler le filtre de mon Argon 8 et celui-ci pour contrôler la résonance de l'Argon 8. Alors les contrôleurs, les numéros de contrôleurs pour ces 2 paramètres sont 34 pour le filtre et 35 pour la résonance concernant le Argon 8. Je vais donc paramétrer ces 2 rotatifs dans la deuxième banque et on va voir ce que ça donne. Donc tout d'abord, je vais sélectionner la bonne banque. Donc on a dit qu'on faisait ça sur la banque numéro 2, donc on va faire banque numéro 2 ici. Voilà, elle est bleue. Et puis maintenant, je vais cliquer sur Shift, Chord. Je vais attendre un petit peu. Regardez à l'écran ce qui se passe. On a une indication comme quoi on est en mode maintenant assignation. On a les 2 C qui sont apparus. Et donc ça veut dire Control Change. On est donc en mode assignation de ces rotatifs. Donc j'ai besoin que celui-ci contrôle le paramètre numéro 34 pour le filtre, comme on a évoqué tout à l'heure. 34. Et ici, j'ai besoin qu'on soit sur 35 pour contrôler la résonance. Voilà. Pour sortir du mode assignation, j'ai juste à cliquer là-dessus. Voilà. Et maintenant... Voilà, donc comment utiliser les rotatifs comme des contrôleurs MIDI. En plus de son séquenceur, somme toute assez puissant, le Keystep 37 est livré avec un arpégiateur non moins puissant. Alors, tous les Keystep ont un arpégiateur et ils ont tous un petit peu des spécificités. Voyons celui-ci dans le détail. Alors, on a des prérequis comme pour tout à l'heure avec le mode séquenceur. Donc, il va d'abord, bien évidemment, falloir s'assurer de la bonne position des cavaliers à l'arrière pour la synchronisation. Encore une fois, dans mon exemple, c'est le Keystep 37 qui est maître, donc j'ai positionné les cavaliers à l'arrière en mode internal. Mais si j'avais une horloge externe qui arrive par le MIDI ou par les entrées clock, eh bien, j'aurais paramétré les cavaliers de sorte que cela fonctionne. Donc ça, c'est le premier prérequis. Le second prérequis, ça va être de se positionner ici en mode arpège. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, quand on est en mode arpège, la touche enregistrement ne fonctionne pas, c'est normal. Donc, on va devoir cliquer sur lecture pour lancer l'arpégiateur. Et après, il va suffire de plaquer les notes qu'on souhaite arpéger. Donc, en l'occurrence, moi, j'avais dit une gamme de Ré pentatonique, donc on va faire ça. Alors vous voyez que quand je relève les mains, l'arpège s'arrête, l'arpégiateur s'arrête de jouer. On a la possibilité de demander à l'arpégiateur de continuer de jouer tout en relevant les mains. Pour ça, c'est très simple, on va utiliser la fonction Hold qui est ici. Donc on va cliquer sur Hold, on va replaquer notre accord, on va voir ce qui se passe. Donc maintenant, effectivement, j'ai relevé les mains, mais on a quand même l'arpégiateur qui joue et on entend bien les notes qui retentissent. Alors on peut aussi jouer avec la longueur des notes, des gates, comme on l'a vu tout à l'heure avec le mode séquenceur, ça fonctionne également avec le mode arpégiateur. Voilà, on peut faire swinger également la séquence, c'est-à-dire changer le groove. On a la possibilité d'ajouter des octaves supérieures ou inférieures à l'arpège qui est joué. Pour ça, on va utiliser les touches octave plus, octave moins et la touche shift qui est là. Donc je vais vous montrer. Je vais maintenir l'arpège avec hold. Je vais plaquer, je vais relancer la lecture. Je plaque mon accord. Voilà, et pour ajouter les octaves supérieures ou inférieures, je vais cliquer sur shift, comme ça, et puis alors, supposons maintenant que nous programmions un arpège et puis qu'en cours de programmation, on a envie d'ajouter des notes à l'arpège. Alors, c'est pas très compliqué, il va suffire de tenir une seule note pour pouvoir ajouter des couches. Comme tout à l'heure, je vais lancer l'arpégiateur. Maintenant, je vais plaquer un accord, peu importe lequel, par exemple un La mineur.
Donc là, je vais tenir le dos, je vais relâcher les autres doigts. Et on va venir ajouter une couche ici. Vous voyez, donc effectivement, j'ai pu relâcher les doigts, en tout cas certains, et puis rajouter une note en maintenant uniquement une seule note de l'accord enfoncé. Alors maintenant, voyons les différents modes d'arpège. Alors ça, c'est le mode pattern. A priori, on devrait pouvoir programmer ses propres patterns, mais à l'instant où je vous parle, il n'y avait pas de manuel disponible, donc j'ai pas trouvé comment est-ce qu'on programmait ses propres patterns. Voilà donc pour les différents modes d'arpège. On va pouvoir aussi arpéger des accords, donc ça c'est quand même très puissant, ça va donner des choses un petit peu, notamment si on utilise ce type d'accord, ça va donner des choses un petit peu détroit. Alors c'est tout simple, hein, on lance l'arpège. Voilà, donc effectivement la possibilité d'arpéger également les accords. Alors comme on l'a vu plus tôt avec le mode séquenceur, on va pouvoir aussi utiliser le mode keyboard play, c'est-à-dire faire jouer l'arpège et puis utiliser un autre synthé. Alors voilà pour terminer. Ce qu'il faut savoir également concernant la synchronisation, vous avez une image à l'écran qui vous montre le MIDI Control Center. Dans le MIDI Control Center, on a la possibilité de gérer les différents paramètres de synchronisation. En fonction de la machine que vous voulez synchroniser, peut-être que le type d'horloge sera différent. Et donc, on a la possibilité, avec le MIDI Control Center, de sélectionner le type d'horloge qui correspond à la machine cible. Avant de vous dire au revoir, il y a deux choses que j'ai oubliées. Alors, la première chose qu'on a oubliée, c'est de parler de ce bouton qui est là, qui s'appelle Restart. Donc, c'est le bouton Play Pause qu'on a déjà évoqué. Mais il a une seconde fonction via Shift. C'est Restart. Autrement dit, quand on va lancer la séquence, vous l'aurez compris, en cliquant sur Shift et Restart, on relance la séquence depuis le départ, même pendant la lecture. Donc ça, c'est la première chose que j'avais oubliée. Et la seconde, c'est fort pratique, c'est dommage de l'avoir oublié, c'est le fait de pouvoir passer d'une valeur à une autre sans balayer toutes les valeurs, via aussi la touche Shift. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on va changer la division temporelle de la séquence qu'on vient d'entendre. Donc vous avez vu que si je veux passer par exemple de cette position à celle-là, je suis obligé de balayer toutes ces positions. Mais en prestation, ça peut être un peu un problème. Donc Arturia a pallié à ça. C'était déjà présent sur la version standard du Keystep, mais ça existe aussi sur cette version. Donc on va cliquer sur lecture. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour concernant le tout nouveau Keystep 37 d'Arturia. Vous avez vu, c'est un gros pavé. Pour une machine si compacte, c'est assez étonnant. Ça veut dire qu'on a beaucoup de fonctions. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que c'était pas trop le bordel. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis bye bye.